Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Subreddit avec Romina. Je vous ai sélectionné 3 threads partagés par des utilisateurs Reddit. On va pouvoir les découvrir ensemble et réagir. Avant de commencer, et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, lançons-nous dans la première histoire. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a bientôt 3 ans. Je vous remets dans le contexte. Je travaille en hôtellerie-restauration et à cette époque, j'enchaînais les saisons, un coup au bord de la mer l'été et en station de ski l'hiver. Notez bien que j'étais logée par l'établissement pour qui je travaillais. La saison d'hiver commence, je suis engagée dans une des stations de ski les plus réputées, Courchevel 1800. On me fait un petit topo en me disant que l'hôtel est resté dans son jus pour que les clients se sentent comme chez leur grand-mère. Je me dis ok, ça peut être cool. J'arrive à l'hôtel et c'est pas une clim, mais un peu quand même. L'hôtel n'est pas délabré ni sale, mais il y a cette ambiance de vieille grand-mère qui aime trop la déco kitsch. Et là, je commence à visiter l'hôtel avec mon responsable et je suis très vite mal à l'aise à cause des nombreux tableaux et portraits accrochés au mur de tous les étages de l'hôtel. Il y en avait vraiment partout. Au restaurant, dans le hall d'entrée, dans tous les couloirs de l'hôtel et même dans l'allée réservée aux employés. Les tableaux en question, des photos de groupes d'anciennes familles et des portraits de certains d'entre eux. Une impression étrange sortait de ces fameux tableaux. Je me faisais peut-être des films. Donc, je finis la visite sans avoir passé plus de 30 secondes à regarder un cadre. Je les fuyais carrément du regard. Mon responsable était vraiment beau gosse, donc j'avais de quoi me distraire. Cependant, en y repensant, j'ai toujours analysé de près tous les tableaux que j'ai pu croiser, sauf ceux de cet hôtel. On me montre enfin ma chambre qui est située en dehors de l'aile du personnel, car c'est tout simplement une des plus grandes chambres de l'hôtel. Oui, un avantage à faire partie des responsables. Je me situe donc à l'étage 0, car fait intéressant, l'hôtel est bâti dans une pente, ce qui fait qu'au lieu de monter, comme dans un immeuble classique, on descend pour accéder aux chambres. Je suis donc à l'étage le plus bas. En vrai, tout se passe bien les premiers jours, si ce n'est les tableaux que je continue à fuir du regard constamment. Au bout de quelques nuits, je commence à entendre des pas devant ma porte et dans le couloir, comme si un client rejoignait sa chambre. Sauf que problème, l'hôtel est encore fermé et il n'ouvre que dans 1 semaine. Il est donc impossible qu'il y ait un client. Je me dis, ok, ça doit sûrement être quelqu'un qui se balade pour découvrir l'hôtel. Sauf que ça recommence. Des bruits de pas, et puis silence. Et de nouveau, des bruits de pas. Je sors en trompe de ma chambre pour voir qui est-ce qui se balade, mais rien, personne. Je contrôle tout le couloir et personne. L'ascenseur est au niveau 3 et je ne l'ai ni entendu lui, ni la porte des escaliers qui claque très fort. Honnêtement, si quelqu'un était parti par là, je l'aurais entendu même depuis ma chambre. Mais là, plus de bruit, plus personne. Je retourne dans ma chambre et bien sûr, contrôle partout. Sous le lit, la baignoire, derrière les rideaux, etc. Toujours rien. Je fais ma vie et plus de bruit de la soirée, ni même pendant plusieurs jours. Un soir, pareil, hôtel fermé, j'entends de nouveau les bruits de pas, faire des allers-retours dans le couloir inlassablement et toujours en ralentissant un peu devant ma porte. Je sors de nouveau dans le couloir et comme la dernière fois, rien. Le lendemain, on m'annonce que je dois changer de chambre et que cette nuit est la dernière là où je suis. Je vais aller à un autre étage dans une chambre plus petite et pas louable. Pendant cette dernière nuit, c'est toute la nuit que j'ai entendu ces bruits de pas. Mais je savais déjà que personne ne serait derrière la porte. Donc, je ne me suis pas levée et je me suis endormie. Le lendemain, je change de chambre et rien ne se passe pendant presque 2 mois. Si ce n'est qu'un soir, j'entends 2 personnes coucher ensemble dans la chambre d'à côté alors qu'elles n'étaient pas louées. Il y a des clés magnétiques sur chaque porte et j'ai vérifié à la réception le lendemain, mais personne n'est entré dans cette chambre cette nuit-là. Les phénomènes reprennent. J'entends de nouveau les bruits de pas et je commence à me sentir observée. Des fois, le sentiment de malaise lié au fait que je me sens regardée est trop fort. Donc je quitte ma chambre pour aller faire un coucou au réceptionniste de nuit car ça me rassure de voir quelqu'un. Un jour, j'entends un remue-ménage dans la cuisine juste au-dessus de moi qui est la cuisine du restaurant.
Je mets mes chaussures très vite et monte choper les petits cons qui sont en train de se faire une bouffe au resto fermé. Sauf qu'en rentrant dans la cuisine, rien. Même pas un couteau avait bougé. J'ai su que je n'étais pas folle car mon responsable est arrivé aussi car il avait entendu des casseroles s'entrechoquer. Mais tout était à sa place. Des semaines passent et un soir je vais à la cave à vin. Toute la saison, j'ai eu un mauvais sentiment dans cette cave. Je m'y rendais toujours de jour et accompagnée si possible. Mais ce soir-là, j'ouvre la porte et il me faut bien quelques secondes pour réaliser que dans l'ombre devant moi, une masse noire. Genre, il y a quelque chose devant moi, ça n'a pas vraiment de forme, mais c'est là. Ma main a allumé la lumière et la masse est restée là devant moi. J'ai laissé la porte se fermer et je suis partie en courant. J'étais dans l'état de terreur le plus intense de ma vie. Même aujourd'hui, en écrivant ça, je ressens une partie de la terreur de ce jour-là. Je sais qu'après ça, j'ai eu une crise d'angoisse et c'est mon responsable qui m'a retrouvée limite évanouie dans le couloir, en train de pleurer. Il m'a calmée et m'a ramenée jusqu'à devant ma chambre et m'a rapporté un burger, parce que j'étais d'après ses dires toute blanche, confuse et tremblante. Je me suis reposée et ça allait mieux. Sauf que là, c'en était trop pour moi. Il fallait vite faire cramer 10 kilos de sauge dans ce foutu hôtel. Je monte voir mon directeur et lui explique la situation. Quitte à passer pour une folle, je m'en fiche. De toute façon, la saison allait finir d'ici 2 semaines. J'allais prendre mes affaires et ciao. Je n'avais rien à perdre, même pas ma dignité. Je l'avais déjà perdue la veille quand mon responsable m'avait retrouvée en boule dans le couloir. Quand je finis d'expliquer à mon directeur, sa réponse a été glaçante. Il m'a dit: « Je le sais, je pratique de la magie noire et j'en appelle souvent. Ne te promène plus trop dans les couloirs la nuit, il est là, il t'a vu. Les tableaux t'ont vu aussi, ne les regarde plus. » Les 2 dernières semaines ont été les plus longues de toute ma vie. Entre les bruits la nuit qui ont continué tous les soirs et l'ambiance générale s'était vraiment dégradée. Le dernier jour, quand je suis partie avec mes valises, je me suis promis de ne plus jamais bosser dans un hôtel dans son jus. Voilà, c'était mon histoire, j'espère que ça vous a plu. Alors, oh là là, quelle histoire incroyable. Alors, tout le long de l'histoire, j'ai cru que c'était des gens peut-être qui s'étaient introduits dans l'hôtel ou quoi que ce soit. Comme l'hôtel était vide, ça aurait pu être des jeunes voilà, qui viennent squatter l'hôtel. Je suppose que ça existe, je sais pas. Alors à Courchevel, je ne sais pas, mais dans d'autres villes, je pense que ça existe. Mais alors la déclaration finale du directeur qui fait de la magie noire, alors là je m'y attendais pas du tout. Et surtout, je sais pas comment elle a fait pour rester les 2 dernières semaines. Franchement, si c'était moi, si je viens dire au directeur que ça va pas du tout, que j'entendais pas la nuit, que je me sens observée, qu'il y a une ambiance pesante, que j'ai vu quelqu'un carrément une masse noire dans la cave. Déjà, moi, j'aurais fait un arrêt cardiaque. C'est pas une baisse de tension que j'aurais fait dans le couloir, j'aurais fait un arrêt cardiaque direct. Mais si, après avoir dit tout ça, le directeur me regarde droit dans les yeux et me dit oui, c'est normal, c'est moi, je fais de la magie noire. D'ailleurs, fais attention parce que ils t'ont tous remarqué. Mais je serais partie, j'aurais pris mes valises direct et je serais partie. Je serais rentrée chez moi, j'aurais pas fini les 2 dernières semaines. Ou alors, j'aurais, je sais pas, j'aurais peut-être demandé à une collègue de partager ma chambre avec elle ou autre, mais je ne serais plus jamais restée toute seule. Ça, c'est sûr et certain. Franchement, courage. C'est incroyable comme histoire. Elle était un petit peu longue. La prochaine est plus courte. On commence tout de suite la 2e histoire. C'était il y a 2 ans de cela. J'avais 19 ans au moment des faits et Mélanie en avait 20. Je m'appelle Clara. Mon amie Mélanie et moi vivions en colocation dans un petit appartement simple, non loin de la fac. Mon amie et moi possédions un compte sur TikTok à 2. On y publiait pas mal de contenu. Des vlogs, des danses, des astuces, etc. À noter que je vis en France, donc que mon histoire s'est passée en France. Notre compte était pas mal apprécié, ce grâce à quoi nous étions donc pas mal reconnus au lycée. J'avais également un petit ami. Un matin, en me levant tôt pour aller en cours, j'ai constaté que Mélanie dormait encore. J'en ai profité pour saisir mon téléphone et regarder nos nouvelles notifications et abonner sur le compte. J'ai ouvert TikTok quand j'ai vu un message d'un inconnu dans ma boîte de réception. Ce message disait «
j'adore votre compte les filles. On pourrait faire connaissance et peut-être un jour se voir. Je le trouvais étrange. À noter que ce compte n'avait même pas de description ni de photo de profil. J'ai répondu « Merci, c'est gentil ». Je ne souhaitais pas réellement faire connaissance avec cette personne, du moins pas pour le moment. 10 minutes plus tard, j'étais dans la salle de bain, je prenais ma douche, j'ai vite constaté que Mélanie était réveillée, puis, sans toquer et le visage pâle, ouvrit la porte de la salle de bain et me montra le téléphone. Ce que je voyais me glaçait le sang. Un message similaire provenant du même individu disait « Eh ben, je vous ai effrayé les filles. Après, si vous voulez pas vous décider, je sais où vous habitez, pas d'inquiétude. » Puis, il ajouta un message qui nous a littéralement terrifiés. C'était une photo de notre appartement. Mélanie se précipita en direction de la porte d'entrée afin de la verrouiller. Elle me demandait d'appeler la police, mais sous la peur et le choc, je ne savais pas. Puis, nous sommes restés figés. Un coup de pied se fit entendre sur la porte d'entrée, puis deux. J'ai fini par prendre mon courage à deux mains et appeler la police. Il nous disait de nous cacher et qu'une patrouille était en route. Il finit par ouvrir la porte. Mélanie et moi étions cachés sous le lit. On se disait que c'était fini. Puis, on entendit des sirènes de police retentir non loin. L'individu essayait de nous trouver puis partit en courant. Heureusement, les forces de police ont réussi à le rattraper. Cet homme, de la quarantaine environ, était déjà connu par les forces de police pour vol d'identité et agression sur mineurs. Après cela, Mélanie et moi avons donc mis notre compte TikTok en privé où juste nos amis peuvent aller. Méfiez-vous toujours des réseaux sociaux. Ceci est en quelque sorte la face cachée des réseaux, la face cachée d'Internet. Merci d'avoir lu, j'espère que mon histoire vous aidera à ne pas prendre tant de risques en publiant votre vie sur les réseaux sociaux. Alors ce thread, pour moi, ça pourrait être une campagne de sensibilisation pour les réseaux sociaux. Clairement. Écoute, la conclusion de Mélanie dit tout. Faites attention sur les réseaux sociaux, ne montrez pas votre vie, ne montrez pas où vous habitez, bien que là, je ne sais pas si elles avaient montré où elles habitaient, je sais pas comment cet homme a su où elles habitaient, mais voilà, si vous voulez partager sur les réseaux sociaux et tout, c'est normal, c'est tentant, c'est super, c'est cool, mais voilà, faites attention à jamais montrer où vous êtes, surtout en direct, genre vous allez au parc, ou vous allez au centre commercial et vous vous filmez en direct, voilà, vous pouvez attirer des fous dangereux qui peuvent vous suivre après et savoir où vous habitez et s'introduire chez vous et vous faire du mal. Donc c'est vraiment super dangereux, mais elle a eu énormément de chance, elles ont eu énormément de chance, je pense. Et on attaque tout de suite la dernière histoire. Avant de commencer mon histoire, je me présente. Je m'appelle Rémi, j'ai 30 ans et encore aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre ce que j'ai vécu il y a 13 ans déjà. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très sceptique et je me pose toujours des questions de comment peuvent se produire des événements paranormaux avec du recul. Mais cette soirée-là, encore aujourd'hui, je ne trouve rien de rationnel pour comprendre ces choses étranges qui se sont déroulées. Nous sommes au début du mois de décembre en 2009. À cette époque, je suis partie vivre 1 an dans la ville de Moriani, en Corse, avec ma mère, et il y a 2 choses à savoir à cette période. C'est que 1, le mois de décembre à Moriani à cette époque, tout est vide. Et 2, je connais pas grand monde, juste un petit groupe de jeunes avec qui on faisait des conneries. C'est justement le plus grand d'entre eux qui un jour proposa quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Aller un soir visiter une maison abandonnée à San Nicolao, un petit village juste au-dessus de Moriani. Mike, celui qui proposa l'idée, était le plus âgé et avait le permis pour qu'on puisse monter tous ensemble là-haut. Il y avait également Mathieu et Alexis, 2 amis des environs. Je précise que cette idée effraie surtout Mike et Mathieu, qui sont plus superstitieux que Alexis et moi-même. Mais en prenant la route pour le village, une petite angoisse m'envahit. Je ne crois peut-être pas aux esprits, mais la folie humaine m'effraie et on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Il est aux alentours de 20h, il fait nuit et nous prenons la route qui dure environ 20 minutes. On se détend dans la voiture avec de la musique et en chantant. Je regarde tout le trajet par la fenêtre et avant d'arriver, on aperçoit un cimetière assez effrayant avec un cabanon fermé à gauche de l'entrée.
Une fois arrivé au village, on se gare à 2 pas de la fameuse maison et à peine la musique de la voiture éteinte que l'ambiance change d'un coup. Je motive tout le monde et sors le premier, mais à peine le pied dehors que Mathieu et moi entendions un bruit assez fort en provenance de la maison. Je cherche à comprendre ce que c'est et d'où ça vient quand je réentends le bruit. À gauche de la maison, un petit jardin ouvert avec un cheval blanc qui mange et nous regarde. Il est d'une beauté presque rassurante et un peu flippante tout de même, mais rien d'anormal. C'est assez fréquent que des animaux soient en liberté en Corse à cette époque. Nous nous rapprochons de la maison et décidons de l'observer de l'extérieur. Le premier étage de la maison est au niveau de la route, mais 2 autres étages en dessous donnent dans une cour creusée avec un accès par un escalier métallique du côté gauche et de pierre de l'autre. Seul l'escalier métallique donne sur l'étage du milieu, car celui en pierre descend tout en bas. Nous nous égarons facilement en tournant autour de la maison afin d'y remarquer quelque chose depuis l'extérieur à travers les fenêtres, mais il faisait trop sombre pour y apercevoir quoi que ce soit. Mais on peut noter comme une buée qui sort de la maison, avec une odeur que je ne connaissais pas. Je me retrouve tout seul à descendre du côté des escaliers métalliques pour regarder au premier étage inférieur, mais l'obscurité est totale. C'est en descendant au dernier étage que je constate la première chose étrange de la soirée. Il y a des braises qui fument et je retrouve l'odeur et la fumée que j'avais sentie au rez-de-chaussée. J'essaye de regarder la chose qui brûle, mais je commence à réaliser que s'il y a des braises, c'est que quelqu'un les a allumées il y a pas longtemps. Je remonte et passe en vitesse devant le premier étage. Puis je tilte quelques secondes avant de redescendre pour observer la fenêtre et là, je suis confrontée à un des plus gros mystères de ma vie. Il n'y a aucune fumée et aucune odeur, alors que la fumée et l'odeur remontent pourtant bien jusqu'en haut. Ce que je constate quelques secondes après être retournée devant l'entrée de la maison pour y constater la fumée en sortir. Je me penche pour regarder vers le bas et je vois bien la fumée sortir de l'étage le plus bas, puis se couper et finir par ressortir par le dernier étage. Quelques bugs et minutes plus tard, j'entends les autres crier mon nom de l'autre côté du bâtiment. Je les rejoins et ils me disent de descendre les rejoindre à l'étage, le plus bas, par les escaliers en pierre. Ils sont devant une porte en bois fermée et veulent l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière. Par prudence, je leur dis que le lieu est peut-être pas si abandonné, donc je les mets en garde. Mais Mike et Alexis veulent quand même ouvrir la porte. Je recule et les laisse l'enfoncer. Mais la porte n'était pas vraiment fermée et les deux tombent dans une pièce sombre et maculée de sang sec. Pris de panique, on prend la fuite instantanément en courant jusqu'à la voiture. Une fois dedans, on prend 2 minutes pour réfléchir et on dédramatise en se disant que le lieu appartient probablement à un chasseur et qu'il doit vider ses bêtes ici. Mike est partant pour y retourner, mais je lui explique que je suis tombée sur des braises et donc à tout moment le propriétaire peut revenir. Trop têtu, il décide d'y aller quand même et ne voulant pas le laisser y aller seul, on décide d'y retourner avec lui. On redescend sur nos gardes. Il pousse la porte en grand et Mathieu allume sa lampe de poche pour y voir mieux. On aperçoit dans le fond de la pièce une table avec quelque chose qui brille. Puis finalement, on voit brièvement le cadavre d'un animal dépecé. Dégoûté, je décide de ressortir et les autres finissent par me suivre jusqu'à la voiture. On a décidé de rentrer encore un peu sous le choc. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Sur la route du retour, l'ambiance est moins festive. Mais première chose que j'aperçois, c'est le cabanon en bois à côté du cimetière. Il est ouvert cette fois-ci. On roule encore quelques minutes et on voit qu'un arbre est couché en plein milieu de la route. On sort tous les 4 pour voir l'arbre et s'il est possible de le déplacer. Mais l'arbre est bien trop gros et toutes ses branches l'empêchent de rouler. Je réalise qu'on n'a vraiment pas de chance. Et pendant qu'Alexis décide d'appeler les pompiers, je vais voir avec la lampe de poche la souche de l'arbre. Mais ce que j'y aperçois me glace le sang instantanément. L'arbre n'est pas tombé tout seul. Il a été sectionné par quelqu'un car la coupure de l'arbre est totalement lisse, comme s'il avait été scié. Je décide de prévenir les autres, de ne pas paniquer mais que nous ne sommes potentiellement pas seuls. Je vois Mike courir à la voiture et je l'avertis de faire gaffe car potentiellement quelqu'un aurait pu s'introduire dans la voiture. Pris de tétanie, Mike prend instantanément la fuite sur la route en courant.
Mathieu lui court après pour le rattraper et le raisonner. Nous ne sommes plus qu'Alexis et moi, et en s'approchant tout doucement de la voiture, on n'y trouve personne. On décide de s'enfermer dedans en attendant les pompiers. Assez rapidement, Mathieu reviendra avec Mike en pleurs, car il est convaincu d'avoir vu une silhouette blanche lui passer devant les yeux. Une fois tous les quatre dans la voiture, on essaye de le rassurer en lui disant qu'il a sûrement vu le cheval, mais nous assure que non, car il n'y avait aucun bruit de pas. Finalement, tout le monde se calme et reste vigilant, puis les pompiers finissent par arriver. On leur explique la situation et que l'arbre a très probablement été sectionné, mais sans connaître l'intention de ce geste. Je mentionne également le cabanon qui était ouvert au retour aux pompiers, qui finissent par pousser l'arbre dans le ravin. On reprend la route, encore un peu tous sous le choc et dans le silence, et en arrivant en ville, une sensation étrange de ne plus rien connaître. On était pourtant bien dans notre ville. On s'arrêtera même devant l'endroit qu'on avait l'habitude d'aller, mais avec cette sensation de ne pas reconnaître notre ville. Il y avait juste une légère brume digne d'un film de Silent Hill, mais encore une fois, rien d'anormal à cette période de l'année. Aucune annonce de faits divers dans les journaux, pas de tueurs recherchés, peut-être des situations de malchance avec quelqu'un qui n'avait pas de mauvaises intentions. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir encore des doutes aujourd'hui, et surtout cette fumée qui disparaissait entre les deux étages sans raison. Voici la soirée la plus étrange de ma vie que j'ai vécue comme un film d'horreur américain. Eh bien. Alors l'histoire de la fumée, je l'explique pas. Franchement, trop bizarre. Le sang sec, je préfère croire que c'était du sang d'animal et pas autre chose. Après, comme il dit, il n'y a pas eu d'articles de journaux, de disparitions inquiétantes ou d'affaires de meurtre ou quoi que ce soit dans la région. Donc je pense pas que ce soit ça. Je pense vraiment que ils sont tombés sur une cabane abandonnée, peut-être utilisée par un chasseur. Cette fumée qui disparaît, je l'explique pas. Après, ça peut être peut-être un effet d'optique. Et après, l'arbre, trop bizarre que quelqu'un coupe un arbre en pleine nuit puis le laisse sur la route. Bon. En plus, ils ont vu personne. Après, peut-être que c'était un piège aussi, une tentative de carjacking. Je sais pas. Et peut-être que la personne, voyant qu'ils étaient 4 garçons, bon, elle s'est dit ça sert à rien, je vais pas tenter ma chance. Je sais pas. Ensuite, son copain là qui voit une silhouette blanche là, je pense que en fait la panique l'avait déjà envahi et il aurait pu voir même une soucoupe volante. Je pense qu'à un moment donné, ton cerveau finit par te lâcher, donc voilà. Mais vraiment trop bizarre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour un subreddit avec Romina. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.